Hello, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit point lecture. Il a été un peu moins conséquent que les 2 derniers mois, mais ce mois d'avril pour moi était vraiment synonyme de changement dans ma vie perso, professionnelle et tout ça. Et donc de ce fait j'ai eu un petit peu moins de temps à accorder à la lecture. Toutefois j'ai quand même lu 13 livres et c'est quand même plutôt pas mal. Je vais vous parler à peu près de la moitié de ces lectures et puis je vous parlerai de l'autre moitié dans un prochain update. Le premier livre dont je vais vous parler est le roman d'une personne de la communauté qui me l'a gentiment envoyé en numérique. Il s'agit de Et si je te dis de André Martin qui a été publié chez Juno Publishing. Et on est sur une romance sous fond de reconstruction avec une thématique qui est le harcèlement scolaire. On va y suivre Victoria, une jeune ado qui a été victime pendant la période du collège de harcèlement. Suite à ce qu'elle a vécu, son père va choisir d'être multé professionnellement et elle va recommencer dans une autre ville et dans un nouveau lycée. Là-bas, elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Jay et celui-ci est très intriguant mais il a également un lourd secret et donc on va être sous une thématique de reconstruction avec ces deux personnages-là. En commençant cette lecture, personnellement, je m'attendais pas à une histoire si intense, si profonde. Mais j'ai été assez déstabilisée parce que je pensais avoir une thématique de harcèlement scolaire vraiment mise sur le devant de la scène et pas du tout. On est vraiment sur un schéma où notre héroïne essaie de reprendre une vie après ce qu'elle a vécu et on ne vit pas ce qu'elle a vécu. On a un ou deux exemples mais ça s'arrête là. Si je savais que les personnages étaient jeunes, j'ai toujours une petite appréhension parce que dernièrement, j'ai eu pas mal de déceptions avec des histoires où les personnages ils sont au lycée parce que je ne me reconnais plus trop dans ces thématiques-là au niveau des âges, au niveau de ce qu'ils ressentent. Voilà, moi je vais avoir 30 ans cet été, donc maintenant le période du lycée et du collège est quand même un petit peu loin. Et donc au début, suite à ça, l'immersion a été un petit peu difficile, mais c'était vraiment le temps du démarrage parce qu'au bout de 30%, tout ce ressenti est passé et je me suis tellement attachée aux personnages. Ils ont une histoire, ils ont un vécu que je ne peux pas vous mentionner. Il y a également un gros trigger warning dans ce roman. Je ne peux pas vous dire sur quel sujet est ce trigger warning. Parce que si je vous le dis, il va vous spoiler. Toutefois, sachez que ce récit va faire appel à vos émotions et ça va forcément toucher une partie de votre âme. Voilà. Et le personnage de Jay, qui est le personnage masculin de ce roman, est un personnage qui est vraiment difficile à cerner. Au début, on se dit mais à quoi il joue? Qu'est-ce qu'il fout? Et en fait, cela va changer très très vite. Parce qu'on a un roman avec une narration des deux points de vue et forcément, cette double narration va nous faire comprendre Jay, va nous faire voir vraiment la complexité de ses sentiments, de sa vie, de son secret. Et les perçages de son point de vue, ils étaient vraiment riches en émotions. Toutefois, j'aurais apprécié par contre concernant notre héroïne avoir un peu plus de profondeur. Alors elle est attachante, Victoria, j'aime beaucoup la bonté d'âme dont elle fait preuve, mais je pense que j'aurais pas été contre avoir plus de détails sur ce qu'elle a vécu pour rajouter encore un peu d'émotion, mais en dehors de cela, l'histoire telle qu'elle est permet tout de même de montrer un petit peu les séquelles qu'ont laissé les années du collège sur la vie de Victoria. Et ce roman est également une sorte de prévention afin de montrer aux personnes qui sont victimes de harcèlement scolaire ou de harcèlement tout court d'ailleurs, de ne pas rester seules, qu'il faut en parler, qu'il faut, si on n'ose pas en parler à ses proches, utiliser le numéro vert dédié. Je me souviens plus du numéro, si j'y pense, je vous le mettrai à l'écran. Et ce roman, il m'a touchée énormément parce qu'il est empreint de réalisme, il y a des sujets forts, mais aussi beaucoup de diversité. Et je ne peux pas vous dire en quoi est la diversité non plus, mais franchement,
c'est son premier roman, André Martin, et il m'a beaucoup émue. Alors il y a quelques maladresses au niveau de la plume, mais franchement il se dévore. Moi, passé les 30 premiers pourcents, j'ai pas pu le lâcher, j'ai dû le lire en une après-midi, et donc je ne peux que vous conseiller ce roman si vous aimez la romance et si vous aimez tout ce qui touche un petit peu au drame et au sujet fort, parce que ça reste quand même une lecture qui va faire appel à vos émotions. Je me suis mise à jour dans la saga de Witch and God avec le tome 3 qui est sur Meroë de Liv Stone, et ici on est dans une histoire entre sorcières et dieux grecs. Dans le premier opus, on suivit Ella qui a été mariée à Démos, un des petits-fils de Zeus, afin de régler quelques problèmes qu'il y a depuis des années et des années de ça entre les dieux et les sorcières. Je ne vous en dis pas plus, je vous ai fait un résumé très très bref, mais si vous voulez en avoir plus sur ce résumé-là, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos où je parle des 2 premiers tomes de la saga. C'est juste que je ne veux pas être trop répétitif dans mes vidéos, et comme j'en ai déjà parlé plusieurs fois, le résumé, vous l'avez déjà entendu quelques fois aussi. Je m'attendais avec ce tome 3 à avoir une héroïne avec énormément de caractère, je sais pas, je m'étais imaginé Meroë comme une femme qui avait du caractère, mais vraiment fort. Pour moi, c'était vraiment dans les 3 sœurs celle qui avait le plus de caractère. Et de ce fait, je me suis fait un petit peu une fausse idée de ce tome, ce qui fait que j'ai été globalement déçue par rapport aux 2 autres opus de la saga. J'avais beaucoup aimé celui d'Ella, et j'avais vraiment aimé celui sur Circé, qui était vraiment mon préféré. Je l'ai trouvé un peu fade ce roman parce que je m'en étais fait une fausse idée. J'avais l'impression que les interactions qu'il y avait entre Meroë et les autres personnages n'étaient pas en adéquation avec ce que j'avais vu dans les autres tomes. Alors après, c'est peut-être une idée que je me suis fait toute seule parce que j'ai vu d'excellents retours sur ce 3e tome, mais moi, dans l'ensemble, il m'a déçue parce que j'ai pas accroché avec Meroë, et c'est un petit peu dommage. Par contre, comme dans les différents opus de Witch and God, on découvre des nouveaux lieux ainsi que de nouvelles divinités grecques. Des nouveaux lieux en lien avec la mythologie et des nouvelles divinités. Par exemple, dans le tome 2, on voyageait dans le royaume d'Hadès et Perséphone, et ici on va découvrir le royaume de Poséidon. Et j'adore cela. La mythologie, elle a vraiment une place importante dans cette saga, et elle n'occulte pas pour autant la romance, c'est-à-dire que la romance se développe, la mythologie se développe, et il y a un équilibre entre les deux, et ça c'est vraiment chouette, et ça apporte énormément d'éléments qui vont compléter tout ce que l'on sait sur la dualité qu'il existe entre Zeus et les sorcières. Je peux pas trop vous en dire plus sur ce 3e tome, j'ai trop peur de vous spoiler. Il a été un petit peu décevant, mais toutefois ça reste un tome excellent qui se dévore, et il ne correspondait tout simplement pas à mes attentes, et c'est pour ça que des fois des livres un peu moins bons quand j'ai pas d'attente passent mieux que des livres pour lesquels j'ai beaucoup d'attentes. On va passer à ma plus grosse déception du mois d'avril, qui concerne La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft. Alors ce roman, j'en ai encore parlé ce week-end avec ma libraire parce qu'elle m'a demandé ce que j'en ai pensé, on en a discuté et on a sensiblement le même avis, donc c'est assez chouette. Alors ici, je m'attendais à une fantasy qui était pleine d'action, de rebondissements, et je savais qu'il était très romancé ce one-shot, donc je m'attendais vraiment à ce qu'on ait une romance prédominante, mais je m'attendais quand même à un peu plus d'action, et c'est là où j'ai été déçue. Bon, déjà de quoi parle La chasseuse et l'alchimiste? On va y suivre Margaret, qui est notre héroïne, et elle vit dans la maison de sa mère depuis un long moment, mais sa mère a quitté un petit peu les lieux, et elle se dit que si elle remporte la chasse Walla, elle a peut-être des chances de faire revenir sa mère. Donc quand Wes, un apprenti alchimiste, débarque chez elle, elle va profiter de cette occasion pour l'embarquer dans cette chasse. Sauf que Wes, il y a des mœurs dans sa famille qui ne vont pas forcément en adéquation avec la chasse qui touche au Allah. Et pourtant, il rêve de devenir l'apprenti de la mère de Margaret. Donc, ils vont quand même s'associer malgré qu'ils aient des idéologies complètement différentes pour pouvoir mettre en œuvre tout ce qu'il faut, capturer cette petite bête assez mystérieuse
et faire revenir la mère de Margaret. Alors, quand je pense à ce livre, pour moi c'est vraiment le mot déception qui me vient en tête, contemplatif aussi et très long. On a une fantaisie qui contient énormément de longueur, beaucoup de descriptions, on a une narration qui n'est pas poussée vraiment au niveau de l'univers, il y a quelques petites incohérences, il y a des choses au niveau technologique qui sont superbement développées et il y a d'autres choses à côté où on se croirait 30 ans en arrière, enfin même plus, pas 30 ans, mais bien 2 à 300 ans en arrière, il y a des petites incohérences à ce niveau-là. Et en dehors de ça, je pensais vraiment lire une aventure palpitante. Clairement, en commençant cette histoire, je m'imaginais plonger dans une forêt à travers l'action. J'imaginais nos héros avec des arcs ou je sais pas, en fait, j'imaginais vraiment un truc dans ce genre-là. Et j'étais très loin du compte. L'action n'est quasiment pas présente, si ce n'est dans les 20 à 50 dernières pages. Donc pour un one-shot, je trouve qu'elle arrive tardivement. Ça aurait été une saga, j'aurais peut-être pas eu le même ressenti, puisque sur une saga, les premiers tomes sont toujours très introductifs. Là, on est vraiment sur un one-shot, et on suit principalement nos deux héros, leurs interactions et les doutes qu'ils peuvent avoir. Par contre, ce roman a quand même un gros point fort, malgré qu'il m'a déçu, c'est la psychologie de Wes et Margaret qui est superbement travaillée. Je trouve que les éléments qui touchent au passé de chacun, à leur histoire familiale et à la déception qu'ils peuvent avoir par rapport à la parentalité est superbement travaillé, très logique et je dirais que c'est vraiment le gros point fort de l'autrice dans cette histoire, ce sont ses personnages. Cependant, il y a une romance et celle-ci ne m'a pas convaincue. J'ai pas ressenti d'alchimie et de ce fait, j'ai pas ressenti d'émotion et moi c'est vraiment à l'émotion et à l'alchimie que je fonctionne. Je peux pas trop vous en dire plus sans vous spoiler, toutefois, si vous aimez les lectures de fantasy avec une ambiance assez doudou et que vous recherchez pas d'action, et que vous voulez voir des personnages bien développés, il pourrait vous plaire. Par contre, si comme moi, vous cherchez de l'action dans un one-shot, alors là, passez votre chemin, vous risquez d'être déçu. Le livre suivant est pour moi une relecture, mais c'était la lecture commune du mois d'avril sur le Discord, donc je ne peux pas ne pas vous en parler, mais je vais rester vraiment très brève, étant donné que je vous ai déjà donné mon avis sur ces livres-là, qu'il y a un live complet avec l'autrice sur cette saga, donc vous comprendrez que si je veux pas être trop répétitif, sachant que je crois qu'il n'y a pas une vidéo où je ne la mentionne pas, ça va être compliqué. Donc j'ai lu, ou plutôt même relu au mois d'avril, le tome 3 partie 1 et 2 de la Guilde des Ombres de Anatrice. Je les ai réécoutés en audio et en audio ça a été une redécouverte extraordinaire. Je vous fais pas de résumé de la saga, il a été fait de nombreuses fois, vous l'avez également fait par l'autrice elle-même dans le live que je vous mets dans le petit, mais cette relecture a été vraiment excellente et je crois que la Guilde des Ombres c'est une des meilleures lectures communes que j'ai pu faire sur Discord. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'univers est tellement riche, qu'il y avait tellement de suppositions, il y avait tellement de choses sur lesquelles rebondir que c'était vraiment palpitant. Et puis, moi, j'ai participé, mais sans donner vie aux hypothèses qu'on faisait parce que je connaissais la finalité de l'histoire. Mais c'était vraiment très chouette de lire les réactions des lectrices sur la saga parce que, j'avais l'impression de redécouvrir l'histoire d'un nouvel œil et ce tome 3, c'est de l'action, c'est de l'amour, c'est des rebondissements, c'est des créatures mythologiques, c'est un contexte sociopolitique de dingue. Ce tome 3, c'est l'apothéose de la saga. Je vous en dis pas plus, mais sachez que je l'ai relu au mois d'avril et que j'ai encore plus pris mon pied qu'avec les fois précédentes. Et je suis vraiment en deuil avec cette saga, c'est-à-dire que j'ai beau avoir relu le tome 1 plusieurs fois, le tome 2 plusieurs fois et maintenant ce tome 3 une deuxième fois, j'ai déjà envie de tout me refaire. Oui,
je suis dans le deuil, je suis dans le déni, je ne veux vraiment pas la quitter. Et donc, sachez que la propagande ne se finira pas parce que je veux que vous la découvriez. Toutefois, sachez que ça reste quand même pour un public averti. C'en est tout pour les livres papier. Toutefois, j'ai découvert en numérique le tome 3 de Palisade Park de Maloria Cassis qui m'a été envoyé de la part de Fixia. Et j'avais beaucoup aimé les 2 premiers opus de cette romance doudou. Et ce 3e tome, je l'ai tout autant aimé, si ce n'est plus. Alors, on est à Palisade Park, qui est une toute nouvelle résidence où vivent des amis qui vont rencontrer d'autres amis, d'autres groupes d'amis. Il y a des connaissances qui vont se faire et tout ça, tout ça. Il y a un petit côté à la Melrose Place, Beverly Hills. Vous voyez les vibes de ces séries-là. Je me sens vieille quand je parle de ces séries, mais c'est des séries que je regardais petite. Même si j'ai plus regardé les frères Scott, ce genre de série-là. Je suis en train de dévier. Et donc, j'ai retrouvé ces esprits que j'aime tant dans ces séries avec Palisade Park. C'est vraiment des romances doudou, des romances qui se dévorent, qui font du bien et avec de la bienveillance. Et donc, après l'histoire de Lee et de Matthew, puis celle de June et Derek, voici l'histoire d'Ava et de Travis. On les a aperçus dans les opus précédents et pourtant, il y a un mystère qui plane sur Travis. Ce petit policier ronchon qui est toujours un petit peu à part dans le groupe de mecs que l'on suit dans les opus. Et c'est vraiment le personnage qui m'intriguait le plus depuis le premier tome. Et son histoire a été un véritable plaisir. Ça ne ressemble pas du tout à l'idée que je m'étais faite du personnage. Découvrir la vie familiale de Travis. Découvrir ses pensées, c'était énormément intéressant et ça donnait beaucoup de relief à son personnage. Pour moi, c'est vraiment le personnage masculin qui a le plus de relief, le personnage le plus intéressant. Et Ava, elle, c'est vraiment l'héroïne féminine telle que je me l'étais imaginée dans les opus précédents. Elle est solaire, elle a un amour pour les fleurs, elle renforce vraiment la douceur qu'elle dégageait dans ces opus-là. Elle est vraiment multipliée par 10 parce que déjà, comme je vous disais, elle travaille dans une boutique où il y a des fleurs et tout ça, elle aime prendre soin des autres. Elle a un petit côté aussi touchant parce que elle adore tout ce qui touche au signe astrologique et tout ça. Elle est vraiment douce, elle est à l'écoute. C'est vraiment le genre d'amis qu'on aimerait avoir dans sa vie. Et ce tome 3 a une intrigue un petit peu plus sombre que les autres parce qu'il y a une série de cambriolages à Los Angeles. Travis enquête dessus et la boutique de fleurs où travaille Ava va en être victime. Pourtant, même si cette thématique est un petit peu plus sombre, le roman reste doudou, il y a beaucoup de bienveillance, le récit se déguste et il va mettre en avant un amour naissant, de belles amitiés, des relations familiales avec 2 familles qui sont totalement atypiques. Il y a toujours une petite intrigue qui relie les tomes de Palisade Park en lien avec des choses qui se passent au sein de la résidence. Celle-ci est vraiment très divertissante, ça fait un petit fil conducteur qui est vraiment sympa à suivre. Ça apporte vraiment une petite touche d'originalité à la trilogie et personnellement j'ai adoré cette romance doudou. Si vous cherchez une romance justement à lire pour les vacances d'été qui vont arriver, pour les beaux jours, je peux que vous recommander celle-ci parce qu'elle est pleine de bonnes vibes et personnellement je l'ai adorée. Je termine par un petit manga que j'ai emprunté à la bibliothèque. Alors je vais vous parler de la trilogie dans son ensemble, bien que j'ai pas lu les tomes à la suite, mais je trouve que c'est plus sympa de vous parler des 3 tomes directement. Je crois que la saga comporte minimum 6 tomes d'après ce que j'ai vu à la bibliothèque. Moi j'ai pris les 3 premiers. Il s'agit de Tant que nous serons ensemble de Yuki Akeneda et on va y suivre Kei et Aki qui ont emménagé dans un nouveau quartier qui est très loin de leurs proches, que ce soit famille ou amis. En apparence ils ont tout d'un jeune couple marié, mais pourtant s'ils portent le même nom de famille, ce n'est pas pour cette raison là, ils ont un secret. Alors on a une construction au niveau du récit qui est assez particulière et qui dans le tome 1 m'avait énormément déstabilisée. C'est-à-dire qu'on a vraiment le contexte que je viens de vous décrire
dans le résumé. Et après, on se déplace à diverses époques de la vie des personnages. Et cela est très important pour comprendre le lien qu'il y a entre Kay et Aki. Pourtant, au début, ça m'a un peu perdu, je savais pas où on était, je savais pas pourquoi on sautait de tel moment à tel moment. Et on a un premier opus qui est vraiment très introductif, il est là pour poser les bases d'un amour platonique mais interdit. Pourquoi et Aki se sont éloignés des gens qui étaient autour d'eux, pour voir comment leur nouvelle vie va se passer. Et j'ai trouvé dans ce premier opus des planches qui étaient quand même assez clichés et cela m'a totalement dérangée. Alors on est dans un shoujo, il n'y a rien d'extraordinaire, mais ce sont quand même des schémas qui aujourd'hui m'énervent quand je vois la femme en cuisine et l'homme quand il rentre à la maison, il se pose à table et il attend qu'on le serve pour manger. Il y a plusieurs scènes de ce style-là et personnellement ça m'a vraiment fait lever les yeux au ciel. Et le premier opus m'avait vraiment laissé un sentiment mitigé. Toutefois, je sais très bien que les premiers opus des mangas, ce ne sont jamais les meilleurs et je ne voulais pas m'arrêter là. Je me suis dit, tu vas lire les deux autres. S'ils te plaisent, tu continueras la saga. S'ils ne te plaisent pas, bah, tu passeras ton chemin. Quelques jours plus tard, j'ai donc lu le tome 2 et le tome 3. Et le 2 et 3, je les ai vraiment lus d'affilée. Et je suis contente d'avoir continué parce que si le tome 1 m'avait pas convaincu, les tomes 2 et 3 sont beaucoup plus matures. Et je les ai beaucoup aimés. Dans le tome 2 comme dans le tome 3, ça va retracer des moments clés de la vie de nos personnages. Dans le premier opus, c'était focus sur l'enfance, même si on faisait des sauts dans le temps. Et dans le 2 et 3, c'était aussi focus sur une période donnée de leur vie. Mais on sautait un petit peu moins dans les événements entre le présent et le passé. On était vraiment 100% dans le passé, ce qui fait que je comprenais mieux la vie des personnages, je comprenais mieux là où on en était. Et on avait vraiment une psychologie autour des personnages qui était beaucoup plus développée. Et l'amour platonique entre ces deux personnes était beaucoup plus important aussi. On voit vraiment la complexité qu'il y a au niveau de la situation globale et on découvre des relations amicales et familiales assez fortes. Le graphisme, quant à lui, je l'ai trouvé quand même très simpliste. Il est caractéristique du shoujo. Il ne m'a pas particulièrement emballé, mais toutefois, on a quand même ce petit côté où les émotions sont accentuées. Et ça, je trouve ça chouette. Et je suis quand même curieuse de découvrir la suite de la saga. Donc, je pense que quand j'irai à la bibliothèque, j'emprunterai sûrement la suite si elle est disponible pour la lire. Voilà, c'en est tout pour ce point lecture. Je vous ferai la seconde partie de mes lectures d'avril dans un second point lecture qui arrivera dans le mois de mai. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a un des livres que j'ai mentionné dans cette vidéo qui vous fait envie ou si vous l'avez lu, si vous les avez aimés ou pas. Je suis toujours très curieuse de connaître vos avis. Et puis en plus, quand on a des ressentis différents, je trouve ça encore plus intéressant parce qu'on a le droit d'avoir des avis différents et c'est ça qui fait la richesse des échanges en fait dans le milieu littéraire. Moi je trouve ça vraiment intéressant de discuter avec des personnes qui n'ont pas ressenti la même chose, d'avoir son point de vue et je me dis que oui, là il y a vraiment des livres pour tout le monde et c'est pas parce que je n'aime pas un livre qu'il est mauvais, c'est simplement qu'il y a des éléments qui ne me conviennent pas, mais ces éléments qui ne me conviennent pas peuvent convenir à d'autres. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire une pile de livres. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle fin de semaine. On se retrouve samedi pour une autre vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!